Bonsoir, vous êtes sur Oula, il est 19h, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Voici les principaux titres de l'actualité. Un pourcentage qui doit au dos. Le taux de létalité au sein des patients Covid intubés en réanimation est de 80 à 90%. Constatation faite dans les CHU, notamment Ibn Rushd et Hassan II. Ce sera notre première escale dans cette édition. Nous irons également dans la province de Ibn Salah où les piqûres de scorpions sont devenues un problème de santé publique. Les piqûres de scorpions qui tuent toujours dans plusieurs provinces à climat semi-aride à aride. Et en fin d'édition, nous vous proposerons une immersion en art plastique avec une iconographie en mouvement, celle des peintures sur camions flashés sur nos routes. Nous entamons l'édition par ce communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu ce lundi 31 août 2020 un entretien téléphonique avec son Excellence Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. L'entretien s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié entre les deux pays, rehaussé par la déclaration conjointe sur le partenariat stratégique signée par Sa Majesté le roi et le président Xi Jinping lors de la visite royale à Pékin en mai 2016. L'entretien téléphonique entre Sa Majesté le roi et le président de la République populaire de Chine a porté sur le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment le dialogue politique, la coopération économique et les échanges culturels et humains. Sa Majesté le roi et le président Xi Jinping ont également échangé sur le partenariat entre les deux pays dans la lutte contre la Covid-19. L'entretien était ainsi l'occasion de remercier la République populaire de Chine pour l'appui et l'accompagnement qu'elle a apporté aux mesures préventives fortes prises par le Royaume du Maroc afin d'endiguer la propagation de la pandémie, et ce aussi bien en termes d'équipements médicaux et de tests de dépistage qu'en matière d'échange d'informations et d'expertise. Les deux chefs d'État ont abordé en outre les étapes futures de la coopération opérationnelle entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et puis place au bilan quotidien du Covid sur l'ensemble du territoire national. On dénombre 1191 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. 48 patients sont intubés. Nous déplorons 30 nouveaux décès depuis hier 18 heures. Pour ce qui est des cas actifs pris en charge dans les différentes structures hospitalières et à domicile, il s'établit à 13 854 cas. Dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs, le bilan fait état de 202 patients. Confronté à une forte augmentation du nombre de contaminations et au nombre élevé de personnes gravement atteintes par la Covid-19, la pression se fait lourdement ressentir sur les services de réanimation et de soins intensifs, une situation devenue préoccupante. Les CHU ont aménagé de nouveaux espaces pour accueillir les patients. Le cas de celui d'Ibn Rushd à Casablanca, Hafid Lahouari, Mohamed Aïklishkar. C'est ici, dans ce département d'anesthésie-réanimation du CHU Ibn Rushd, que peut s'esquisser la véritable interprétation de la situation épidémiologique au Maroc. Ce patient, par exemple, il est en détresse d'oxygène et donc sous ventilation artificielle. Ou encore le cas de cet autre patient, beaucoup plus grave, il est carrément intubé. Juste à côté, un autre cas Covid, heureusement en cours de rétablissement. Pourtant, un cas Covid sous hémodialyse. Un quatrième patient souffre d'une autre complication, une pathologie cardiovasculaire. Que nous renseigne donc l'état des lieux de ce département anesthésie-réanimation? Deux indicateurs nous interpellent. 80 à 90% des patients que nous recevons ici ont besoin d'être soumis à la respiration artificielle. Le taux de létalité au sein des patients soumis à une intubation est souvent de 80%. Le taux de létalité dans notre département en général est de 47 à 48% de décès. C'est un taux très élevé. Alors, à tous ceux qui disent que Covid ne tue pas,
Ils sont dans l'erreur. La preuve, ces taux que je vous ai annoncés, qui sont à peu près les mêmes au plan mondial. Covid est-il devenu plus virulent? Une question qui demeure sans réponse, faute de suffisamment de recul scientifique pour parvenir à cette interprétation. Mais une chose est sûre, il y a de plus en plus de pression qui s'exerce sur les soins intensifs des hôpitaux. Et les soins intensifs alimentent considérablement les services et départements de réanimation. Le cas du CHU Ibn Rushd qui est à la limite de la saturation. Et si je vous dis que nous en sommes à l'ouverture de 5 départements de soins intensifs au CHU, c'était des départements de chirurgie qui ont été réaménagés en soins intensifs et en réanimation, en vue de répondre à la forte demande. Mais si, qu'à Dieu ne plaise, les choses se compliquent davantage, j'ai peur qu'on se retrouve dans la situation vécue par l'Espagne et la France. Donc, pour vous les citoyens, s'il vous plaît, faites que la situation ne devienne pire. Respectez les gestes barrières. أنكم ما تخلوناش نوصلوا لهذه الحالة هذه. الله يجازيكم بخير ما تخلوناش نوصلوا لهذه الحالة هذه. Bref, 8 à 9 patients intubés décèdent. C'est le taux de létalité qui devrait faire réfléchir tous ceux qui hésitent encore à adhérer à cette responsabilité, à la fois individuelle et collective, de casser les chaînes de propagation du Covid-19. 80% des patients intubés décèdent, c'est un taux qui donne froid au dos. Alors, est-ce la même situation épidémiologique dans d'autres CHU du Royaume? Nous avons avec nous par Skype, en direct de Fès, le professeur Nabil Qanja, chef du département anesthésie-réanimation au CHU Hassan II. Professeur, bonsoir. Alors, ma première question, comment se présente la situation dans votre département? Bonsoir. Donc la situation en réanimation est quasiment identique dans tous les services de réanimation, c'est quasiment la même chose. Effectivement, les malades qui arrivent au stade de ventilation artificielle invasive, c'est-à-dire ceux qui sont intubés et ventilés, la mortalité elle est très très élevée, qui dépasse 70%. Mais il faut dire c'est-à-dire que avant d'en arriver là, c'est que cette maladie-là qu'on connaît beaucoup mieux maintenant. On essaie de la traiter au maximum avec des procédures qu'on appelle de la ventilation non invasive, c'est-à-dire qu'on va aider au maximum le patient à respirer et à apporter de l'oxygène au niveau des cellules en le gardant conscient. Donc on a des procédures qu'on développe dans ce type de pathologie pour qu'on n'arrive pas justement à l'intubation et la ventilation artificielle. Et donc ce n'est qu'en cas d'échec de ces procédures de ventilation non invasive et d'oxygénation non invasive qu'on est obligé malheureusement d'arriver à la ventilation invasive, donc intubation, ventilation artificielle, qui se fait obligatoirement sous anesthésie générale profonde. Et donc on comprend aisément que le malade qui arrive à l'intubation et à la ventilation sous anesthésie générale, c'est des malades chez qui les autres procédures n'ont pas marché et chez qui la gravité est extrêmement importante, et donc ce qui explique malheureusement la forte mortalité chez ce type de patients en réanimation. Alors professeur, ce taux de létalité très élevé s'explique-t-il par un retard de prise en charge? On parle d'un retard de 5 à 6 jours dû au fait que les patients ne se présentent pas automatiquement dès qu'ils présentent des symptômes. En grande partie, il est expliqué effectivement par le retard diagnostique et le retard de prise en charge, parce que beaucoup de malades, quand ils arrivent en réanimation, ils ont commencé leurs symptômes plusieurs jours avant. Et donc là, c'est une maladie qu'on connaît, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un gros problème d'oxygène. Il faut que très rapidement, ces malades-là soient oxygénés. L'oxygène, c'est la vie, et donc dès que la cellule de l'organisme est prévue de l'oxygène, donc il y aura des dégâts qui vont se multiplier et qui aboutissent à la gravité. Donc la précocité diagnostique, la précocité de prise en charge, la précocité de mettre en place un traitement, et surtout la précocité de mettre ces malades-là qui ont besoin d'oxygène sous oxygène dans les hôpitaux permet et peut réduire de façon importante l'arrivée en réanimation et l'arrivée à des stades compliqués. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le retard diagnostique. Il y a bien évidemment quelque chose qui est extrêmement simple, c'est que cette maladie-là, il y a un pourcentage de malades qui s'aggravent, il y a un pourcentage des malades qui vont arriver en réanimation. Donc plus il y a de malades contaminés,
plus il y aura des malades qui vont arriver à un stade grave. Donc c'est les deux. Donc c'est le retard diagnostique et surtout c'est l'épidémie qui est en progression. Alors, autre question, professeur. Quel est en gros le pourcentage des patients en soins intensifs qui se retrouvent en réanimation, puis sous respiration artificielle? Tout dépendra de l'organisation qu'on ait faite. C'est-à-dire si on a des soins intensifs légers pour les malades qui ont besoin d'oxygène, qui ont besoin d'être surveillés, plus de 70% des malades vont bien évoluer et vont pouvoir sortir des hôpitaux. Donc tout dépendra de la nature de soins intensifs. Les soins intensifs on les a créés, on s'est organisé pour les créer, pour soulager les réanimations, pour pouvoir prendre en charge les malades, les intermédiaires, les moins graves, dans des différentes structures, pour pouvoir soulager la réanimation. Donc plus il y a de soins intensifs, je dirais, plus il y a des endroits où on peut prendre en charge ces malades en leur donnant l'oxygène de traitement, moins il y aura de charges sur les réanimations qui vont s'occuper des malades qui nécessitent la réanimation. Autrement, le contraire, c'est-à-dire que si ces malades-là, s'il n'y a pas assez d'unités de soins intensifs et assez d'unités où les malades vont être pris en charge, forcément, les malades les plus graves vont aller en réanimation et donc la mortalité va varier en fonction de la nature de gravité des malades qui arrivent en réanimation. Alors, professeur, comme nous l'avons constaté ces dernières semaines, la situation s'est compliquée un petit peu. Alors, craignez-vous la saturation? C'est ça notre crainte quotidienne. Partout dans le monde, l'épidémie se mesure par la capacité de saturation des services de réanimation. On n'en est pas encore, pour le moment, on n'en est pas encore là. Donc on pourra encore s'adapter, on pourra encore créer d'autres services. Mais c'est de plus en plus difficile parce que, comme vous le savez, la réanimation, ce n'est pas uniquement une structure mécanique, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement les équipements et les respirateurs et les lits, mais c'est aussi toute une équipe qu'il faudrait qu'elle soit bien entraînée sur la prise en charge de cette maladie. En plus, et malheureusement, ce type de maladie et ce type de gravité que dans cette maladie nécessite une expertise importante. C'est la branche la plus difficile en réanimation, c'est celle-là. C'est-à-dire s'occuper des malades en détresse respiratoire aiguë en réanimation, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de très très compliqué et ça a toujours été compliqué dans les milieux de réanimation et ça a toujours nécessité des expertises importantes. Donc là, on a arrivé à la saturation, j'espère que non. Et le seul moyen de ne pas en arriver là, de ne pas arriver à la saturation, c'est de réduire de façon extrêmement importante les nombres de cas et d'essayer de contrôler au maximum l'épidémie. Professeur Nabil Qanja, merci de nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes chef du département anesthésie-réanimation du CHU Hassan II de Fès. Merci. Merci à vous. Le nombre de décès et de nouvelles infections tous les jours inquiète et c'est bien notre comportement au quotidien qui est plus que jamais essentiel dans le combat contre le coronavirus. Le non-respect des gestes barrières peut nous coûter très cher. Alors, quel est l'impact des campagnes de sensibilisation ambiance en centre-ville de Rabat dans ce reportage de Abdel Fattah Zouine et Oumaima Ramli. Depuis quelques jours, la sensibilisation est maître mot. Dans les rues, comme dans divers moyens de communication, les actions pédagogiques et de sensibilisation fusent. Un seul but, fédérer un élan de citoyenneté chez les Marocains. Mais est-ce chose faite? Nous avons posé la question. Les campagnes de sensibilisation sont de plus en plus nombreuses et grâce à cela, les gens prennent conscience de l'importance de porter le masque dans les espaces publics, mais il y a toujours ceux qui s'entêtent à faire fi des consignes sanitaires. De ce que je remarque, les gens mettent de plus en plus leur masque et essayent de garder une certaine distanciation physique. Les campagnes de sensibilisation, les affiches et les spots d'annonces que l'on voit à la télé ont porté leurs fruits. Les gens sont de plus en plus conscients du risque qui nous guette, mais il y a toujours des personnes qui font preuve de nonchalance. Nous avons arpenté les ruelles et les avenues de la capitale. Voilà à quoi ressemblent les visages que nous avons croisés. Une bonne majorité porte le masque, mais les contrevenants n'ont toujours pas déserté les rues.
Les gens ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont têtus et qui aiment prendre le risque. Personnellement, dès que je sors, je prends ma bavette. C'est une contravention passible d'une amende de 300 dirhams. J'essaie d'éviter les problèmes. Le masque est une protection. C'est important de le mettre. Je remarque que dans les grandes avenues, les gens sont plus à cheval sur les mesures barrières. Pour vaincre le combat contre le mal inconnu, l'esprit de citoyenneté doit primer, car désormais, c'est notre sens du civisme qui tranchera dans le combat contre le virus. Et pour contribuer à la lutte contre cette pandémie, la Banque européenne d'investissement débloque 100 millions d'euros en faveur du Maroc. Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et la vice-présidente de la Banque européenne d'investissement ont annoncé ce matin que 100 millions d'euros ont été versés pour financer les besoins les plus urgents du Maroc pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il s'agit d'une première tranche de 100 millions d'euros débloqués sur un financement total de 200 millions d'euros. Direction à présent Beyrouth, où l'hôpital militaire de campagne déployé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI totalise désormais près de 16 000 prestations médicales au profit des personnes touchées par l'explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth. Depuis le lancement des services de cette structure médicale, le 10 de ce mois, le personnel médical de l'hôpital a effectué 108 interventions dans diverses spécialités, dont la chirurgie générale, l'orthopédie et médecine articulaire, la neurologie, l'ophtalmologie, l'otorhinolaryngologie, la gynécologie, la chirurgie obstétrique, la réanimation, la chirurgie réparatrice des brûlures, l'anesthésie, la pédiatrie et la médecine générale. Il a également fourni plusieurs traitements de base, dont 450 analyses médicales et effectué 1203 examens au rayon X, en plus de la distribution à titre gracieux de médicaments à plus de 5639 personnes. On parle d'autre chose à présent. Les piqûres de scorpions, un fléau qui fait de nombreuses victimes au Maroc, notamment en période de forte chaleur. Chaque année, ce sont près de 30 000 cas enregistrés. La région la plus touchée est celle de Marrakech-Safi. 3 000 piqûres de scorpions sont enregistrées uniquement au niveau des villes d'Essaouira et de Khla'at Srarna. La région Beni Mellal Khnefra souffre également de ce problème. C'est le cas à Fqih Ben Salah où 700 à 800 piqûres de scorpions sont enregistrés chaque année dans la province. Reportage Omar Jlaidi, Mariam El-Messi. Voilà à quoi ressemble le quotidien de cette mère de famille. À chaque réveil, elle passe au peigne fin les recoins de sa maison. Un rituel inévitable en cette saison estivale pour se protéger, elle et sa petite famille, contre un redoutable intrus. Nous vivons dans la terreur. Ces bestioles circulent partout. Avant de dormir, nous sommes obligés de soulever la literie. Le matin, je fouille l'intérieur des chaussures avant de les enfiler. Je fais attention à mes enfants pour les garder loin des endroits infestés. Mon enfant s'est fait piquer alors qu'il jouait. Nous l'avons soigné grâce à des thérapies traditionnelles. Dans la commune de Sidi Aïssa, à Fqih Ben Salah, le scorpion fait chaque année des dizaines de victimes. Pour se débarrasser de ce spécimen venimeux très offensif, les habitants se plient au conseil de la délégation du ministère de la Santé. Désherbage des alentours des habitats, lissage des murs entourant les maisons et augmentation de l'élevage de volailles, des mesures préconisées pour repousser naturellement ces arachnides nuisibles. Les piqûres de scorpions sont fréquentes dans les régions arides et semi-arides. C'est ce qui fait de Stat, Doukala, Fqih Ben Salah ou encore Rahamna et Khla'at Srarna des localités à haut risque, particulièrement durant les mois de juin, juillet et août. Le scorpion fait des victimes en nombre dans ces communes. Leurs habitants sont appelés à la plus grande vigilance. La population de la commune doit observer un comportement prudent, aussitôt nous alerter en cas d'accident.
Nous disposons des moyens nécessaires pour prendre en charge médicalement les victimes d'envenimation. Il devient, dès l'arrivée de la saison estivale, l'ennemi redoutable des habitants des endroits arides. Le scorpion, arachnide présent sous 30 espèces au Maroc, cause chaque année jusqu'à 800 envenimations dans la province de Ibn Salah, affichant un taux de mortalité à l'échelle nationale pouvant atteindre 4 décès pour 1000 piqûres. Il fait partie des attractions de la capitale du Souss. Après les oiseaux et les crocodiles, Agadir abrite le premier parc aux dauphins. Ils sont 4 de ces mammifères à assurer le spectacle. Vous allez voir sous la direction de Lucie, venue tout droit de Russie. Les scientifiques considèrent d'ailleurs le dauphin comme l'animal le plus intelligent au monde. Après l'homme, entre l'animal et le dresseur, ce sont de longues séances de jeu et surtout de nourrissage. C'est ce à quoi se livre Lucie sous le regard curieux des visiteurs. Voilà un parc à visiter si vous êtes de passage à Agadir. Il s'appelle Nassim Azarzar, il est graphiste de formation et depuis un an, il pose un regard sur les ornementations de camions de transport de marchandises au Maroc, toute une iconographie populaire et en mouvement que met en relief sa toute nouvelle exposition intitulée Bonne route. Elle prend place actuellement à la Cute Galerie de Rabat. Mohamed Nasseri, Dominique Orlando. Il a beaucoup sillonné les routes à travers le Maroc et s'est très vite intéressé à tous ces camions qui ne cessent d'aligner kilomètre sur kilomètre. En fait, c'est des véhicules, des objets roulants qui ont toutes sortes d'esthétiques différentes, qui sont assez travaillées. Ils ont une structure en bois qui est gravée, qui est peinte de plusieurs couleurs. On a l'arrière du camion aussi qui est envahi de stickers, d'autocollants. On peut voir aussi sur le pare-boue, ce qui protège le camion de la boue, des mots parfois. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que ça avait l'air de s'adresser à moi aussi en tant que conducteur à côté, quoi. Sa passion pour toutes les formes graphiques l'ont également conduit à s'intéresser à tous ces paysages qui défilent en permanence et qu'il a choisi de capturer, voire de figer à sa manière. Et ce que j'ai fait moi, en fait, c'est que je me suis intéressé au paysage littéralement et j'ai retiré tout ce qui était signalisation de la route, tout ce qui était véhicule pour me concentrer que sur le paysage. Et j'ai essayé de reproduire, voilà, les mêmes couleurs et les mêmes perspectives qui étaient vraiment curieuses. C'est-à-dire qu'on peut voir une route en rose ou des choses comme ça qui sont habituellement pas la manière dont on représente la route. Et je trouvais que c'était intéressant de les mettre en rapport comme ça dans mon travail. Il a mené un travail expérimental assez intéressant, notamment en vidéo, où il a découpé les formes qu'il a pu d'abord observer dans un premier temps et qu'il reproduit. Et ces formes, il les place sur un tourne-disque et il filme l'ensemble qui donne une impression très subjective en fait de ce que n'importe quel voyageur pourrait percevoir sur la route s'il suivait à grande vitesse un camion. Donc c'est à la fois une expérimentation, un travail de bricolage et peut-être une invitation à voyager en ces temps d'immobilisme. D'un côté, il y a donc cette immobilité des paysages. De l'autre, toutes ces formes qui s'animent comme si soi-même on les observait à travers la fenêtre ou le rétroviseur de ces mêmes camions. Bonne route, nous dit-il en substance, ce qui peut vouloir aussi dire voyageons le regard curieux. Voilà une exposition à découvrir, c'est à la Cute Galerie de Rabat. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Emmanuel Ablo. À bientôt.